Bienvenue chers amis, auditeurs d'Exocet. Vous êtes sur Rage. Pendant 1h30, Thomas et moi-même allons vous raconter des histoires bizarres, des histoires étranges, décalées. Thomas fait une étrange chorégraphie d'ailleurs. Ouais, je sais pas, je suis en forme ce soir. Que vous pouvez savourer si vous avez la webcam. Alors ce soir, ce n'est pas Mika qui est derrière les machines, mais c'est Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Voilà, Guillaume. affectueusement surnommé Guigui par certaines, mais on ne s'étalera pas là-dessus. Donc, Thomas, c'est toi qui vas démarrer cette émission. Je vais d'abord faire un petit sommaire, parce que c'est vrai qu'on le fait pas souvent. Donc, tu vas démarrer, Thomas, par l'histoire de la Tunguska. Voilà. Un grand classique s'il en est. Moi, j'enchaînerai avec un des phénomènes extraordinaires de la vie mystique, les plus hallucinants et puis surtout les plus documentés, je dirais, c'est les miracles de Fatima, donc qui est vraiment une histoire incroyable, donc on en parlera. Et enfin, Thomas, Un petit topo sur les contrails, et vous découvrirez ce que c'est. Petit indice, ça se passe dans le ciel et c'est laissé par les avions. Très bien, donc écoute, je te laisse démarrer par Tunguska. Alors, Tunguska, tout se passe en 1908, le 30 juin exactement, dans la région de Tunguska. Alors, pour vous situer un petit peu géographiquement la zone, c'est en gros en Sibérie, dans un endroit où il y a quasiment personne, à part 4 paysans, on va les qualifier de paysans comme ça, qui traînent un petit peu dans le coin. J'aime autant vous dire qu'il fait méga froid, qu'on n'y a pas été souvent. Même les Russes, même l'armée russe elle-même n'y va Même quasiment les Russes pas. n'y vont pas. Ouais, non, mais C'est vraiment, bien. c'est le coin, c'est vraiment la terre hostile. Et c'est situé entre deux villes. Donc, si vous connaissez un petit peu le coin, c'est entre Omsk et Baïkal. Voilà, en passant par Gluckst. Voilà, exactement. Enfin, Ouais. c'est un petit peu à l'ouest, mais c'est dans le secteur. Je connais. Alors, tout se passe donc le 30 juin 1908 à 7h17 du matin. En fait, au départ, des milliers d'oiseaux s'envolent comme ça, donc tout le monde, les 4 personnes qui étaient là-bas les voient s'envoler. J'exagère, quand je dis qu'ils étaient 4, ils sont au moins une centaine dans le coin. Voient des milliers d'oiseaux comme ça s'envoler, et quelques secondes plus tard, une explosion gigantesque se fait entendre avec un énorme halo lumineux qui s'étend comme ça sur la région entière, un petit peu à l'instar d'une explosion atomique. C'est dans ce schéma-là, mais sans champignons. Alors forcément, les témoins qui étaient sur place ont vu d'étranges phénomènes. Donc la plupart ont vu des boules de feu, d'autres ont vu un objet étincelant traverser le ciel. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la déflagration causée par cette explosion s'est étendue sur plus de 1500 km, donc ça commence à être du costaud, et qu'au lieu d'impact de cette explosion, le soir même, une lueur s'est mise à illuminer quasiment toute l'Europe. Donc vraiment une très très forte source lumineuse comme ça, et qu'il a fait quasiment jour pendant la nuit où s'est passé ce phénomène plutôt bizarre sur quasiment toute l'Europe. Donc c'est vraiment une très très grosse explosion qui s'est produite. Alors forcément, suite à l'explosion, il y a eu aussi également plusieurs secousses sismiques de magnitude 5 quand même sur l'échelle de Richter. Magnitude 5 enregistrées par des appareils qui étaient déjà à plus de 2150 km du point d'impact. Ah oui, je ne sais pas d'accord. si vous imaginez sur place les dégâts qu'il y a eu. Alors, en fait, il y a eu environ 3000 km² de forêt qui ont été complètement détruits ce matin-là. Donc les arbres, les scientifiques qui sont allés sur place après ont constaté les dégâts. La plupart des arbres ont été calcinés et ce qui restait a été complètement fauché, un petit peu comme d'un champ de blé dans lequel on se serait allongé. Comme ça, tous les arbres se sont retrouvés couchés. Et ça, donc, je vous le dis, sur plus de 3000 km². Donc c'est assez impressionnant. Sur tout ce périmètre, donc le sol est mort, plus un arbre, plus rien. Plus rien. Ouais. Tout est entièrement détruit. Alors, on a évalué un petit peu la force de cette explosion. Elle représente 10 à 15 mégatonnes de TNT. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand on parle de bombes nucléaires, on avoisine à peu près ces chiffres-là. Et encore, c'est pour les très très grosses bombes nucléaires. Les plus petites avoisinent plutôt du 8-9 mégatonnes. Donc, c'est vraiment une explosion colossale qui s'est produite ce matin-là, quoi. On a un impact qui est supérieur à la bombe d'Hiroshima. Ouais, exactement. Sur Tunguska. Exactement, Voilà. donc gros impact. Alors forcément, suite à cet impact, une série d'enquêtes a été lancée. La première en 1927, menée par le professeur Kulik de l'Académie des sciences soviétiques, qui commence évidemment à essayer de recueillir des témoignages et puis surtout à faire un petit peu de prospection sur les lieux même de l'explosion, prélever des échantillons, etc., voir ce qui s'était passé. Alors au départ, forcément, tout le monde a pensé à une météorite qui se serait écrasée sur la région,
Problème, il n'y a pas trace de cratère, il n'y a rien du tout, c'est vraiment à la rigueur comme si le météore, si c'est un météore ou une météorite, avait explosé comme ça avant de toucher le sol et avait explosé à quelques kilomètres au-dessus de la surface. Alors, ni cratère, ni trace de météorite. Rien du tout. On n'a pas retrouvé de roche ou... Il n'y a pas de roche, il y a quelques fragments, mais qui viennent probablement de crash précédents, parce que vous savez que tous les jours dans le monde, des micro-fragments comme ça de météorites s'écrasent sur la Terre, normal. Donc on a trouvé des fragments de météorites, mais rien de significatif qui aurait permis de dire c'est un gros météorite qui s'est explosé en plusieurs petits bouts. Les rares fragments qu'on a trouvés, c'était tout simplement des petits bouts de météorites qui s'étaient écrasés bien avant, ou même bien après. Donc effectivement, on s'interroge un petit peu à savoir qu'est-ce qui a pu provoquer une telle explosion. Alors forcément, on n'a pas vraiment encore trouvé d'explication, et surtout pas en 1927. Et la seconde expédition, elle, va pas plus réussir. Elle a été pourtant menée en 1959. Alors là, c'est carrément les autorités soviétiques qui ont décidé de dépêcher sur place l'armée. Et ils ont décidé aussi d'aller vérifier si c'était pas une explosion nucléaire qui était quand même la cause de ce phénomène-là. Pareil, aucune radiation, rien de spécialement anormal au niveau des compteurs Geiger ni quoi que ce soit. C'est vraiment comme si, en une fraction de seconde, cette forêt s'était transformée en désert, mais voilà, rien de plus. Pas de traces d'impact, pas de traces de radioactivité. Donc voilà. Alors, on est resté un petit peu là-dessus, et encore aujourd'hui, on n'a pas d'explication réellement satisfaisante. Alors. Il y a plusieurs hypothèses qui forcément ont été avancées par les scientifiques et par les amateurs de paranormal du monde entier. Alors vous vous doutez bien qu'encore une fois, les extraterrestres sont de la partie. Pour sûr. Voilà, donc là ça aurait été carrément une tentative, une expérimentation pour certains d'un gigantesque rayon laser ou d'une gigantesque source d'énergie comme ça, menée par les extraterrestres depuis un vaisseau mère. Pour les scientifiques, l'explication est beaucoup plus rationnelle. Il s'agirait tout simplement en fait donc d'un gros météorite qui serait arrivé dans la surface terrestre, mais qui n'aurait pas eu le temps de toucher le sol et qui se serait désintégré en l'air avant de toucher le sol. Ce qui est étonnant, et on l'a dit tout à l'heure, c'est que si ça avait été le cas, déjà, pourquoi est-ce que le météorite aurait explosé avant d'avoir un impact avec la Terre ? Et ensuite, surtout, pourquoi est-ce qu'on n'a pas retrouvé de fragments ? C'est un peu là le contre-argument de cette hypothèse-là. Oui, donc l'hypothèse la plus plausible actuellement, c'est que donc un météorite est entré dans l'atmosphère, il a commencé à se consumer, et avant de toucher le sol, il s'est totalement désintégré. Voilà. Il a fini de se consumer avant de toucher le sol, Exactement. Ce qui a provoqué donc une explosion, un souffle d'énergie. Mais si ce météorite, en admettant que ce soit bien ça, avait touché Terre, on aurait peut-être eu affaire à un véritable cataclysme. C'est clair. Et une vraie catastrophe. Ah ben là normalement, enfin vu l'impact qu'il y a eu, c'est digne du météorite qui s'est écrasé et qui a mis fin aux dinosaures, quoi. On est à cette échelle-là. Ah oui, d'accord. Donc c'est du très costaud. Ouais. Et puis la troisième hypothèse, moi celle qui me plaît le plus, c'est celle d'une expérience militaire. Alors il faut savoir que Nikola Tesla, grand chercheur, a mis au point une théorie comme quoi il serait possible pendant une fraction de seconde de réunir une très forte quantité d'énergie électrique pour la décharger en un point très précis. C'est un petit peu ce qu'on appelle les rayons de Loeb, souvent dans le jargon militaire, ces espèces de giga-rayons lumineux qui viendraient d'un satellite en fait. Donc certains penchent comme ça pour une expérience militaire, surtout qu'on sait que les Russes, surtout à l'époque, étaient pas défavorables à ce genre d'expérience un petit peu curieuse. En Sibérie, ils ont déjà balancé des bombes nucléaires sans que ça leur pose le moindre souci. Donc peut-être qu'ils ont accédé comme ça à une technologie ultra dévastatrice. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils n'en aient pas parlé par la suite, surtout avec les années s'écoulant, et qu'ils ne s'est surtout jamais fabriqué d'armes à partir de ce qu'ils avaient découvert. Si c'est eux, en tout cas, ils maîtrisaient bien la technologie pour pouvoir la déployer en armes. Alors, par contre, sur place, suite à cette explosion, il se passe quand même des choses assez étonnantes. La première, déjà, c'est qu'en 2004, il faut savoir qu'en 2004, deux choses se sont produites. La première, c'est que sur place, on a découvert un bloc d'environ 50 kg. Donc ça a été reporté par tous les organismes de presse dans le monde entier, comme quoi ils avaient découvert un bloc carré de 50 kg.
sauf qu'on n'en a jamais plus entendu parler. Donc on sait qu'ils l'ont découvert, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. En 2004. Ouais, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait, on ne sait pas ce qu'il est devenu, on ne sait pas ce qu'ils ont découvert dessus. Enfin vraiment, c'est comme si ce bloc avait disparu de la circulation. Et autre phénomène bizarre, c'est que la même année, donc en 2004, une nouvelle explosion quasi similaire à celle qui s'est passée en 1908 s'est déroulée. Alors avec une magnitude beaucoup moins importante, mais ça a été réitéré par la suite, donc pile poil quasiment dans la même région qu'à l'origine. Alors là, pour certains scientifiques, de toute façon, c'est une région qui présente des caractéristiques électromagnétiques assez étranges, qui ne sont pas encore expliquées, donc ils pensent éventuellement à une concentration comme ça de forces électromagnétiques qui se déroulerait dans la région. Pourquoi pas. Ce qui reste quand même très étonnant, c'est que tous ces arbres qui ont été renversés en 1908 ont repoussé de façon assez hallucinante, puisque sur place, on s'est aperçu que le sol était devenu extrêmement riche en oligo-éléments, en nitrates, etc. Et les plantes et les arbres ont des taux de croissance absolument records. Un séquoia atteint la taille adulte 2 fois plus vite que dans une autre zone de la Sibérie. D'accord. Donc c'est assez bluffant. Et puis il y a aussi le fait que la communauté scientifique a essayé de classer ce site comme étant un patrimoine de l'humanité, entre guillemets, en tout cas comme étant d'une importance capitale pour l'humanité. Donc ils ont demandé à ce que ça soit protégé, etc., pour qu'ils puissent faire des enquêtes, et que cette autorisation et cette demande n'a jamais été accordée. Donc voilà, plusieurs points d'ombre comme ça. Et c'est un petit peu tout ce qu'on sait de Tunguska, donc mis à part les photos qui sont absolument spectaculaires. À titre d'image, quand on prend une photo satellite par exemple, Tunguska, l'impact qu'il y a eu, si on dessine le cercle sur par exemple Google Maps, donc à partir d'une photo satellite, c'est visible carrément de l'espace, quoi. Donc c'est tout simplement hallucinant, et donc on n'a toujours pas la clé de ce mystère. Donc on a là un phénomène sans précédent d'une explosion colossale, titanesque, supérieure à une explosion nucléaire, donc sans explication, sans trace, et ça dure depuis donc près d'un siècle. Et surtout sans radiation. Parce qu'effectivement, on aurait pu penser au développement d'une toute nouvelle arme atomique ultra puissante, etc. Et donc ça aurait laissé effectivement des radiations. Là, c'est vraiment comme si c'était rien passé, un peu comme une espèce de gigantesque explosion de gaz. Et voilà, plus rien. Merci Thomas pour ce topo sur donc l'explosion de Tunguska. Toujours dans Exocet, dans la première partie de l'émission, Thomas vous a donc parlé de l'explosion de la Tunguska, donc c'est ce point en Sibérie sur lequel une explosion monumentale est arrivée en 1908. On sait absolument deux maintenant avec l'explosion de 2004. Il y en a eu une autre, donc on ne sait pas ni pourquoi ni comment, il n'y a aucune trace, et la puissance de l'explosion est comparable à une déflagration nucléaire, donc voilà un mystère qui perdure. Et je vais vous parler à présent des miracles de Fatima. Alors c'est une histoire connue puisque en fait c'est un des miracles avérés, ou en tout cas officialisés par l'Église, les plus documentés, avec le plus grand nombre de témoins. Donc c'est une histoire très connue, mais je vais vous la raconter en détail parce qu'on l'avait jamais évoquée dans Exocet, et surtout dans une première partie, je vais la faire en 2 parties parce que c'est assez long, hein. Dans une première partie, on va parler des faits tels qu'ils ont été rapportés, et vous allez voir que bon, c'est pour le moins folklorique et grand guignolesque, puisqu'il y a un petit peu de tout, c'est vraiment, vraiment extraordinaire comme histoire. Et ensuite, on essaiera de voir quelles interprétations on peut apporter à cette histoire. En tout cas, dans tous les cas, il s'est passé quelque chose de vraiment phénoménal à Fatima au début du siècle. Alors Fatima, c'est une ville qui se trouve au Portugal, donc voilà comment démarre cette histoire en 1916. C'est une petite fille qui s'appelle Lucia, donc qui aperçoit dans une grotte, alors elle est avec ses 2 cousins, cette petite fille, et elle aperçoit dans une grotte une figure lumineuse qui a l'apparence d'un garçon de 14 ans et qui se présente comme l'ange de la paix. Voilà. D'accord, rien que ça. Rien de moins que ça. Donc ce type de témoignage et d'apparition, on en recense des milliers dans l'histoire de la mystique chrétienne en tout cas. Chez nous, on a notre Bernadette Soubirous nationale, puis il y en a beaucoup d'autres. Alors, juste, je vais pas te couper toutes les 3 lignes vu la longueur du truc, mais là, la figure lumineuse, tu veux dire lumineuse, d'après sa description, ça brillait, quoi. Ah oui, non mais alors tu vas voir, en ce qui concerne les apparitions et les détails, c'est de plus en plus fou. Après, c'est un truc de malade. Donc là, voilà, on a donc une gamine et ses cousins
cousins qui observent une apparition lumineuse, et cette année-là, donc en 1916, il revoit la fameuse figure 2 autres fois. Et il faut savoir avant cette apparition qui a donc été vue par 3 enfants, Lucia avait déjà vu une apparition lumineuse toute seule, elle était seule cette fois-là, et donc voilà, elle en avait parlé, et ensuite ces 2 cousins ont assisté à la même apparition. Alors ensuite, le dimanche 13 mai 1917, à midi très exactement, parce que c'est très précis, toujours à Fatima, Lucia a 10 ans, elle est toujours avec ses cousins Francisco qui a 9 ans, et Jacinta qui en a 7, ils font paître leur troupeau de brebis, ils viennent d'assister à la messe, et là, ils s'amusent à construire une sorte de mur autour d'un buisson, quand tout à coup, leur attention est attirée par un autre phénomène lumineux, comme une sorte de globe qui brille dans les airs. Alors ils redescendent vers leur ferme, hein, ils s'approchent d'une espèce de dépression herbeuse qu'on appelle la Cova de Iria, ça veut dire la grotte de Sainte-Irène, c'est un lieu sacré, et donc ils s'approchent de cette dépression herbeuse pour voir ce qui se passe, et là une lumière les englobe et les aveugle presque, mais ils peuvent quand même distinguer au centre de la lumière une petite femme en robe blanche, voilà ce qu'ils déclareront par la suite. Elle leur parle, cette petite femme, bon, vous l'aurez compris, c'est la Vierge Marie herself. Donc elle les rassure, elle leur demande de revenir tous les mois, et c'est là que ça se corse, hein, parce que bon, ça aurait pu s'arrêter là, à une simple apparition. Mais donc la Vierge leur demande de revenir tous les mois au même endroit et à la même heure pendant 6 mois. Et c'est là que démarre donc une des séries d'apparitions et de phénomènes mystiques les plus incroyables de l'histoire de l'Église chrétienne. Alors, la seconde apparition a donc lieu 1 mois plus tard, le 13 juin à midi, donc même endroit, même heure, comme l'avait demandé l'entité. Et cette fois-ci, il y a une 50aine de personnes qui sont au rendez-vous, parce que les enfants n'ont pas gardé ce secret pour eux, ils ont commencé à en parler autour d'eux, et là, c'est une 50aine de personnes qui arrivent à Fatima, donc dans cette dépression herbeuse, la Cova de Iria, qui est comme une sorte d'amphithéâtre naturel, et donc la foule, qui est composée de 50 personnes, donc ça reste une foule modeste à cette époque-là encore, voit les petits enfants s'agenouiller et devenir comme transfigurés par l'apparition. Et donc Lucia, qui est un peu la chef du groupe, hein, qui a toujours 10 ans, se met à parler à une entité invisible dont personne n'entend les réponses. Donc concrètement, on voit une gamine qui parle dans le vide. D'accord. Et, okay. et personne n'entend les réponses. Ils sont 50, il y a les 3 enfants qui, eux, apparemment voient quelque chose, discutent avec, et Yeah. les autres 50 autour, ils voient que... Il voit une gamine Ils voient la gamine parler dans le vide. D'accord. Alors là, il y a un des spectateurs qui prétend avoir perçu une voix très faible ou le bourdonnement d'un insecte. Enfin, il prétend avoir entendu quelque chose. Et à la fin de ce dialogue invisible, donc, tous les témoins entendent une explosion et voient un petit nuage qui s'élève au voisinage d'un arbre. Voilà, donc ça commence assez soft, mais vous allez voir que ça va prendre de l'ampleur avec le temps. Donc 1 mois plus tard, très exactement, toujours au rendez-vous, le 13 juillet à midi, le nombre des témoins est monté à 3000 personnes. Ça commence à causer. Alors là, on observe un bourdonnement ou un ronflement plus intense que la première fois, une diminution de la luminosité du soleil et de sa chaleur, et toujours ce petit nuage blanchâtre autour de l'arbre, qui est donc surnommé l'arbre des apparitions, et on entend aussi un bruit puissant au départ de l'entité, la fameuse dame qui parle aux enfants. Donc une fois qu'elle s'en va, cette entité, personne ne la voit, hein, à part les enfants, il y a cette explosion et ce nuage qui s'évapore. Et ce jour-là, donc le 13 juillet, les enfants reçoivent 3 secrets. Hein, l'entité leur communique 3 secrets qui sont plus connus sous le nom de prophéties de Fatima, qui sont parmi les prophéties les plus célèbres de l'histoire de l'Église chrétienne, donc. Et je parlerai plus en détail de ces prophéties tout à l'heure, hein, donc, puisque c'est censé être des secrets, et elles resteront secrètes, ces prophéties, encore pendant une bonne vingtaine d'années, puisque Lucia donc décidera de les écrire, mais voilà, 20 ans après les faits. Alors, l'apparition en question leur annonce qu'elle fera un miracle le 13 octobre. Elle leur dit le 13 octobre précisément, revenez, il y aura un miracle. Bon. Alors, entre-temps, le 13 août, hein, les gens reviennent au rendez-vous, puisque donc c'est chaque mois que ça se passe, à midi toujours, et là, il y a 18 000 personnes, cette fois-ci. Ils vont se retrouver 100 millions. Ils sont 18 000 sur les lieux de l'apparition, mais les enfants ne sont pas là. Alors pourquoi ? Parce qu'ils ont été enlevés, ils ont été jetés en prison par l'administrateur donc, de l'arrondissement de Fatima, qui a décidé d'arrêter un petit peu les conneries, parce qu'il y en a marre, il y a de plus en plus de gens, ça commence à provoquer du désordre, donc il décide d'arrêter ça, et il enferme les gosses.
Ils étaient radicaux à l'époque. Mais, en l'absence des enfants, on entend un coup de tonnerre, encore une fois, suivi d'un éclair très brillant. Il y a encore un nuage blanchâtre qui se forme autour de l'arbre. Et ce nuage plane pendant quelques minutes, s'élève, puis se dissipe. Alors à partir de là, les nuages du ciel, selon les témoins, on parle donc de 18 000 personnes, je le répète, les nuages deviennent cramoisis, puis passent au rose, au jaune, au bleu. Les témoins parlent d'une lumière colorée qui reflète diverses couleurs sur les gens. Et ils verront aussi des filaments blanchâtres tomber du ciel. C'est un phénomène qu'on appelle le phénomène des cheveux d'ange. Et c'est parfois remarqué donc lors d'observations d'ovnis. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de parallèles faits par la suite entre les ovnis et le miracle de Fatima. Et il y a un homme qui s'appelle Manuel Pedro Marto qui déclarera sous serment au cours de l'enquête qui suivit. L'enquête canonique, donc l'enquête canonique, c'est l'enquête qui est menée pour décider si c'est un miracle ou pas. Donc lors de l'enquête, il déclare avoir vu un globe lumineux tournant sur lui-même dans les nuages. Alors le 19 août, les enfants sont relâchés et ils gardent les moutons près d'Aljustrel quand ils voient tout à coup un éclair, encore une fois, et une lueur brillante qui se fixe sur un arbre près d'eux. Et au centre se dresse l'entité, la fameuse entité, drapée de blanc et d'or. On va démarrer avec le 13 septembre. En attendant. Encore un mois. Alors le 13 septembre à midi, la foule qui se ramène à présent de plus en plus nombreuse régulièrement tous les 13 du mois, elle est de 30 000 personnes, cette foule. Et dans le tas, il y a notamment 2 prêtres tout à fait sceptiques qui sont venus justement pour établir la fausseté de ces prétendus miracles. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, l'église est très tatillonne. Très dur de faire passer un événement pour un miracle. Voilà, l'église est très tatillonne, très pointilleuse en ce qui concerne la validité des miracles. Et c'est très rare que donc l'église accepte de rendre officiel un miracle. En général, ils font une très large enquête. Donc là, il y a 2 prêtres qui sont venus pour établir que c'est bidon. Et d'ailleurs, excuse-moi de te couper, même concernant les miracles, je crois qu'il y a tout un protocole établi. Voilà, on en avait parlé la semaine dernière. L'enquête canonique, voilà. Ouais. Alors, le site des fameuses apparitions, comme je vous le disais, c'est une sorte de vaste amphithéâtre naturel où la plus grande partie de la foule s'est installée, donc, pour être proche du fameux arbre des apparitions, cet arbre au-dessus duquel il y a un nuage bizarre qui apparaît à chaque apparition. Donc le soleil tout à coup devient moins intense, pourtant il n'y a pas de nuage dans le ciel, et soudain tous voient un globe de lumière qui descend lentement la vallée d'est en ouest, d'après les témoignages, en direction des enfants. Ce globe vient se poser sur l'arbre, et là il y a un nuage blanc qui se forme, des filaments blancs encore une fois qui se mettent à tomber du ciel. Et ces filaments se volatilisent quand les gens essayent de les saisir, bizarrement. Donc les enfants voient à nouveau l'entité, la fameuse entité, au centre du globe, et le dialogue reprend entre la Vierge et Lucia, qui est un petit peu la chef du groupe des 3 gamins. Et là, la promesse d'un miracle pour le 13 octobre est renouvelée, confirmée, et là, le globe lumineux s'élève et disparaît dans le soleil. Alors, quand on demandera plus tard à l'un des prêtres de quelle nature lui paraissait le globe, celui-ci donc était très impressionné, dit qu'il pouvait s'agir d'une sorte de véhicule céleste, donc il est à fond dans le truc, donc du coup il est convaincu de la réalité du phénomène. Il dit que c'était sûrement un véhicule céleste qui transporte la mère de Dieu de son trône jusqu'au désert. Donc voilà, les 2 prêtres sont totalement convaincus par ce qu'ils ont vu. Et on arrive au fameux jour du miracle, le 13 octobre, donc ce miracle qui est annoncé depuis 2 mois par cette apparition invisible pour tout le monde sauf pour les enfants, puisque les gens qui sont massés ne voient que les effets secondaires, une explosion, un nuage, des filaments qui tombent du ciel, ce qui est déjà pas mal quand même. Oui, tu me diras, oui, c'est sûr. Et le 13 octobre à midi, devant une foule de 70 000 personnes a lieu le fameux miracle du soleil, le miracle de Fatima, qui est un des plus connus, comme je vous le disais, de l'histoire des phénomènes extraordinaires dans la religion chrétienne. Et donc ces 70 000 personnes sont réunies malgré une forte pluie. Et les enfants entrent comme d'habitude en communication avec la dame, surtout Lucia. Et lorsque la dame s'en va, le miracle annoncé a lieu. Alors la pluie, qui n'a pas arrêté de tomber depuis le début du phénomène, s'arrête soudain, tout à coup, et les lourds nuages se mettent à s'écarter. Là, le soleil apparaît comme une sorte de disque d'argent brillant, un disque fabuleux qui tourne rapidement sur lui-même, sur son axe, et qui lance des faisceaux de lumière dans toutes les directions. Alors il y a des rayons de lumière rouge qui se mettent à colorer les nuages, la terre, les arbres, puis des rayons violets,
bleu, jaune. Et donc là, les rapports parlent d'un disque plat plutôt que d'un globe, hein. Voilà, les témoignages divergent sur ce point, et après un certain temps, le disque en question arrête sa rotation, plonge vers la Terre, et donc vers les gens qui sont horrifiés. Alors la plupart croient que leur dernière heure est arrivée, ils se mettent pour certains à s'agenouiller dans la boue et à se confesser publiquement. Voilà, et finalement le disque inverse son mouvement et disparaît vers le soleil, le vrai soleil qui tout à coup est à nouveau fixe et éblouissant dans le ciel. Alors la foule est bien évidemment bouleversée et ils se rendent compte en plus de ça que leurs vêtements sont parfaitement secs, comme si la chaleur de ce disque avait évaporé l'eau qui était sur leurs vêtements. Alors, à la suite de ce phénomène-là, il y a beaucoup de témoignages de sceptiques, hein, des gens qui étaient venus justement pour voir ce qu'il en était, mais qui étaient sceptiques au départ. Et donc, ce sont des témoignages convaincus. Il y a notamment le témoignage du docteur Almeida Garrett de l'université de Coimbra, qui rapportera donc l'apparition de ce disque rotatif. Et donc ce phénomène est largement rapporté dans la presse, il y a des articles, il y a des photographies, hein, donc je vous mettrai encore une fois des photographies alors sur le forum de Rage, hein, rage.fr, sur le forum section Exo7 et sur le blog d'Exo7. On voit la foule avec les gens donc, qui regardent vers le ciel. Et bizarrement par contre on n'a pas de photo du phénomène en lui-même, hein, mais bon on en parlera plus tard. Alors en 1919, Francisco Marto, qui était l'un des 3 petits bergers témoins de l'observation, meurt de la grippe espagnole. Et en 1920, c'est sa sœur, donc Jacinta, qui meurt de pleurésie. Mais Lucia, donc, leur survit, et en 1941, elle accepte de révéler les 2 premières parties de la prophétie qu'elle avait entendue en juillet 1917, rappelez-vous, le 13 juillet 1917, donc l'apparition lui avait confié 3 secrets, 3 prophéties, les fameuses prophéties de Fatima. Donc voici les 2 premiers secrets qui constituent cette prophétie. Alors le premier, c'est une vision de l'enfer qui terrifie littéralement les enfants. Alors les enfants rapportent plus tard avoir vu des démons horribles, difformes, des âmes en souffrance avec des hurlements insupportables, des flammes, bref, l'enfer tel qu'il est réellement, hein. Donc l'entité, la Vierge, leur diffuse carrément en 3 dimensions une vision de l'enfer pour qu'ils sachent donc ce qu'est l'enfer et que ça existe. Voilà le premier truc. Le deuxième secret dévoile que si on ne cesse d'offenser Dieu, une guerre pire que la première, donc la Première Guerre mondiale, commencera sous le pontificat de Pie XI. Il faut savoir que Pie XI meurt en 1939, et 1939, comme vous le savez tous, évidemment, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, cette deuxième prophétie annonçait rien de moins que la Deuxième Guerre mondiale. Alors je rappelle juste que Lucia écrit ces lignes en 1941, donc la guerre mondiale a déjà démarré depuis 200, voilà. Donc on peut se dire qu'elle l'aurait inventé par la suite. Celle-là, à la limite, on peut l'expliquer comme ça, mais il reste la 3e prophétie. Alors après qu'elle ait eu confirmation que Dieu voulait bien que la 3e prophétie soit écrite, il faut son accord. Lucia, alors qu'elle se sent mourir, la couche sur le papier, cette prophétie, entre le 2 et le 9 janvier 1944. Alors ça se passe sous l'obédience d'un évêque, et à l'époque, seul le pape et l'évêque, donc en question, peuvent la lire immédiatement, cette prophétie, mais le monde entier doit attendre l'an 2000, c'est une condition express, hein, faite par l'entité. Donc voilà, en 44, seul le pape et l'évêque connaissent le contenu de cette 3e prophétie. Et en l'an 2000, donc après toutes ces années d'attente, presque 60 ans d'attente, au Vatican, le secrétaire d'État du pape livre le contenu du 3e secret. Alors ce secret parle notamment d'un évêque habillé de blanc, tué par un coup de feu dans une grande ville. Alors le cardinal Angelo Sodano ajoute que le secret dans son entièreté semble évidemment dépeindre l'assassinat manqué de Jean-Paul II en 1981. Et après cet assassinat manqué, donc, le pape Jean-Paul II se met à cultiver une passion pour Fatima, pour l'histoire de Fatima, puisque il s'aperçoit qu'effectivement cette 3e prophétie faisait référence directe à cet assassinat manqué. Et donc le secret dans son entièreté sera rendu public après une préparation appropriée évidemment pour les fidèles. Et en cette même occasion sont béatifiés 2 des enfants décédés très tôt, hein, les deux jeunes cousins de Lucia. Donc voilà, ils sont béatifiés immédiatement. Alors, à la suite de cette histoire, qui implique donc le Vatican lui-même, le pape, des dizaines de milliers de personnes qui ont donc vu un phénomène extraordinaire se dérouler,
il y a plusieurs interprétations, plusieurs explications, puisque là, il ne s'agit pas, encore une fois, d'un phénomène isolé. Quand une Bernadette Soubirous, par exemple, déclare avoir vu la Vierge dans une grotte de Lourdes, elle est toute seule. Et donc, tous les pèlerins par la suite qui se rendent à Lourdes s'appuient sur les déclarations d'une jeune fille, qui peut très bien être une jeune fille hystérique, mythomane, ou alors une jeune fille qui a eu une hallucination, etc. Là, on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui racontent avoir vu la même chose, le même phénomène extraordinaire, à la date précise donnée par l'entité en question qui prétendait qu'il y aurait un miracle. Donc voilà quand même un phénomène vraiment unique et sans précédent finalement, et sans équivalent dans l'histoire de la mystique chrétienne. Alors, la fameuse danse du soleil, qui est le phénomène qui donne vraiment son nom et son ampleur à l'histoire, le miracle en question du 13 octobre, a été déclaré miraculeux par l'Église en 1930. Donc ils ont quand même tergiversé une bonne quinzaine d'années, puis après ils se sont dit, bon là clairement il s'est passé un truc, c'est un miracle, allez, donc le miracle de Fatima est déclaré officiel par l'Église. Et il y a beaucoup d'interprétations évidemment qui divergent de cette solution-là. Mais alors attends, juste la troisième prophétie, c'est que il y allait avoir un attentat sur un pape. Alors entre autres, mais l'élément essentiel, c'est qu'effectivement il y aurait un attentat contre le pape, et Jean-Paul II effectivement a été victime d'un attentat dans une grande ville en 1980, il s'est fait tirer dessus, il a échappé à ça. Donc voilà, c'est l'essentiel pour la prophétie. Il y a d'autres éléments plus sibyllins, on va dire, plus vagues, plus flous, comme le sont la plupart des prophéties, mais cet élément-là est assez net. Alors, l'explication la plus plausible et la plus fréquemment avancée, c'est un phénomène d'hallucination collective, d'hystérie collective même, puisque en fait, on a affaire à un phénomène d'hallucination collective lorsque plusieurs personnes se trouvent confrontées à une situation et que quelques-unes des personnes en place suggèrent aux autres ce qu'ils sont censés voir. Par exemple, vous le savez, on en parle souvent ici, il y a beaucoup de cas d'observation, d'apparition du Christ sur les taches d'humidité, etc. Mais alors, il suffit qu'une personne, au milieu d'une foule de 50, déclare voir le Christ, par exemple, pour que les autres, finalement, soient influencés, pour que leur perception, finalement, donc, se soit influencée inconsciemment ou pas, et ils finissent eux-mêmes par voir le Christ. Ne serait-ce que parce qu'ils veulent pas aller à l'encontre du mouvement de masse, quoi. Ou alors peut-être aussi parce que c'est un phénomène qui est très puissant. Nous-mêmes, si on se met à fixer, par exemple, une image remplie de taches informes et qu'on nous dit là tu dois pouvoir voir une tête ou un visage ou des yeux, on finit par les voir. Donc c'est une des explications de l'illusion collective. Donc là on parle de plusieurs milliers de personnes. Ces personnes étaient influencées, conditionnées pour voir quelque chose d'extraordinaire. Il suffit qu'il y en ait quelques-unes dans le tas qui se soient mises à déclarer qu'il y avait des couleurs bizarres ou qu'il y avait un nuage qui bougeait bizarrement pour que les autres emboîtent le pas et finissent par se convaincre de voir la même chose. Donc voilà, l'explication la plus plausible au phénomène de Fatima, c'est l'hallucination collective. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de témoignages et d'observations divergentes dans cette affaire, hein. C'est même une des affaires qui contient le plus grand nombre de témoignages divergents. Vraiment, il y a des gens qui ont vu des trucs que d'autres n'ont absolument pas vus. Tout le monde a mis son petit grain de sel, quoi. Voilà, il y a beaucoup de contradictions sur la nature de l'apparition, sur la forme de l'apparition, sur la durée de l'apparition, etc. Donc ça confirme plutôt cette idée d'hallucination collective, puisque sur 70 000 personnes, d'un bout à l'autre de la foule, eh bien, les gens qui pouvaient déclencher, par exemple, ces phénomènes d'hallucination, eh bien, ils pouvaient donc voir des choses différentes, tout simplement. Donc selon l'endroit où on se trouvait dans la foule, on pouvait être influencé différemment. Il y a une autre hypothèse, évidemment, c'est l'hypothèse de l'OVNI. Alors bon, celle-là, elle est très très choyée par les amateurs d'ufologie, qui prétendent... De toute façon, c'est un classique, hein. Voilà, dès donc qu'il se passe un truc, l'idée c'est que ce jour-là, mais c'est comme une espèce de hasard cosmique, hein. Le jour où une sorte d'entité invisible avait prévu qu'il y aurait un miracle, un ovni avait décidé de se poser ce jour-là. Mais donc ça tombait bien. Qu'est-ce qui te dit que cette entité invisible n'était pas un extraterrestre? Ah, il y en a qui vont jusque-là, évidemment. Voilà, il y en a qui vont jusque-là. Aller jusqu'à dire que peut-être que notre Dieu est un extraterrestre. Voilà, il y en a qui franchissent ce pas allègrement. Et puis il y a une autre explication beaucoup plus terre à terre, hein, c'est que la plupart des illusions du miracle de Fatima venaient d'un nuage de poussière venu du Sahara, qui aurait donc troublé la vision, etc., qui était déjà bien conditionné. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est un nuage qui revient régulièrement, parce que pour être précis, et surtout pour que les gamins sachent qu'il va revenir tous les mois, parce que c'est ça aussi. Qu'il y ait un nuage à la rigueur qui revienne tous les mois, bon déjà c'est super étonnant, surtout à une date fixe, mais que les gamins par avance sachent qu'il va revenir à date fixe,
C'est en plus un nuage qui parle. Donc voilà, dans cette histoire, on a une conjonction de phénomènes qui peuvent chacun être expliqués indépendamment par des hypothèses moyennement satisfaisantes la plupart du temps. Donc il reste là une histoire vraiment extraordinaire, hallucinante, qui cache beaucoup de choses, qui implique en plus des prophéties qui ont intéressé le Vatican, le pape lui-même. Donc on a vraiment un phénomène très important là-dessus, et je pense que le mystère plane encore, même si pour beaucoup il s'agit clairement d'un phénomène d'hallucination collective. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Donc voilà pour le miracle de Fatima, et c'est vrai que ça méritait bien qu'on en parle dans Exo 7. Ah, c'est clair. Toujours dans Exo 7, chers amis, finalement il nous reste suffisamment de temps pour que Thomas nous raconte son histoire, donc est une histoire à base d'avion. À base d'avion, exactement. Alors, une histoire entre le mythe, la légende urbaine et peut-être la réalité, on ne sait pas. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, ça fait fureur aux États-Unis en ce moment. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe, ce qui est en train de se produire sur le web. C'est tout simplement hallucinant. Alors, tout le monde connaît les contrails, enfin peut-être pas de nom, mais en tout cas de vue. Les contrails, c'est les traces que laissent les avions dans le ciel, donc on en voit régulièrement. C'est en fait ces petits nuages de condensation qui se forment au passage des avions, je sais pas à quel phénomène réellement physique et chimique, mais en tout cas, c'est un phénomène absolument naturel, en tout cas d'après les scientifiques, c'est pas du tout de la pollution ni quoi que ce soit, c'est uniquement dû à des petits nuages qui sont formés en fait dans la traînée des avions. Alors, faut quand même savoir qu'à une époque, je sais pas si vous vous souvenez, quand les avions passaient dans le ciel, ils laissaient pas de traces. Alors, l'explication a été avancée que c'est parce que les avions volent de plus en plus haut, explication qui a l'air assez acceptable en soi, sauf que les tracés à une époque disparaissaient, alors que aujourd'hui, si vous regardez ces tracés, eh bien, ils mettent énormément de temps à disparaître du ciel. Pour certains, même, ça se compte en heures avant qu'ils disparaissent, qu'ils se dissolvent complètement dans l'atmosphère. Alors justement, je vous le disais tout à l'heure, légende urbaine ou réalité, on ne sait pas trop, mais en tout cas, le terme est né sur Internet. On ne parle plus de contrails, mais de chemtrails. Alors chem pour chemical, tout simplement, donc des traînées chimiques. Et donc c'est là que la légende ou peut-être la réalité prend racine. Ces traînées seraient-elles d'origine humaine, chimique et polluante ? Et c'est tout le débat. Alors, tout a commencé en fait suite à une lettre postée par un anonyme sur Internet, sur un forum, expliquant qu'il travaille comme mécanicien pour une très grande compagnie avionique, et que donc ils ont l'habitude d'intervenir sur les avions pour les réparer. Et il explique quand même avant que... Dans la hiérarchie des mécaniciens d'aéroport, les choses sont extrêmement cloisonnées, puisque chacun a un rôle prédéfini. Et évidemment, il y a des mécaniciens qui sont chargés de s'occuper de tout ce qui est évacuation des déchets, etc., des réservoirs, de purger les réservoirs, tout ce genre de choses. En général, c'est des tâches qui rebutent plutôt les gens. Et puis, il dit que dans tous les aéroports qu'il connaît, à chaque fois, bizarrement, il y a 2 personnes, ou 3, qui se portent volontaires pour cette tâche-là. Personnes qui restent généralement à l'écart du groupe, qui connaissent pas trop les autres mécaniciens, qui font leur boulot dans leur coin, et en fait, tout le monde pense qu'ils sont en train de purger les avions, etc. Mais au final, on sait pas trop ce qui se passe. Alors, dans sa lettre, il explique qu'une fois, il est amené à intervenir sur un avion, et par curiosité ou par envie de pousser un petit peu plus loin la révision de l'avion, il décide d'aller voir ce qui se passe au niveau des réservoirs. Et là, il s'aperçoit qu'en fait, donc chaque avion a un schéma clair et précis qui montre clairement, noir sur blanc, quels sont les différents éléments qui le composent, parce que vous imaginez bien qu'on ne monte pas un avion comme ça à l'arraché. Donc on sait exactement quel est le contenu de l'avion, quel est son agencement, etc. Et il remarque que sur les plans, ou plutôt dans l'avion, apparaissent des éléments qui sont pas sur les plans. Et ces petits éléments, en fait, c'est comme 2 sortes de mini-réservoirs placés sur le côté, directement reliés par des mini-tuyaux qui vont vers les ailes et qui se dirigent en direction des tiges antistatiques. Alors sur les ailes d'avion, en fait, si vous regardez de près, il y a des petites tiges qui permettent de décharger l'électricité statique pour éviter que les avions prennent des chocs en électricité statique. Donc ça permet de décharger, et en fait ces petits tuyaux iraient vers certaines fausses tiges anti-électricité statique, en fait, qui seraient elles percées, comme pour laisser passer un liquide.
Donc ça, voilà, la lettre est postée comme ça. Il explique que lui, il a été très intrigué par ces petits ajouts sur les avions. Alors, sur le premier avion qu'il a vu, il s'est dit, bon, c'est peut-être un ajout qui n'a pas été stipulé par la suite sur le manuscrit, etc., sur le mode d'emploi, entre guillemets, de l'avion. Et il laisse un peu couler l'affaire. Et en fait, il commence à s'intéresser un peu à la question, et les avions qu'il reçoit par la suite, il décide d'aller vérifier s'ils présentent la même caractéristique, et il s'aperçoit qu'en fait, tous les avions gros porteurs qu'il va contrôler comportent la même caractéristique, c'est-à-dire cet ajout de réservoirs supplémentaires qui ne sont pas stipulés sur les manuels. Alors, sur le dernier avion sur lequel il intervient, il se fait surprendre par un de ces mécaniciens un petit peu mystérieux, mécaniciens purgeurs des réservoirs, etc., qui lui dit clairement qu'il faut qu'il se mêle de ses affaires et qu'il doit disparaître. Et le lendemain, il est mis à pied donc par sa direction, qui lui dit qu'il a mal accompli sa tâche, etc. Et il se retrouve comme ça plus ou moins licencié de son travail. Le soir même, il reçoit un coup de fil assez énigmatique qui lui dit une phrase du genre « Mêle-toi de tes affaires, tu vivras plus longtemps », enfin un truc assez sympathique. Et puis au final, la direction le rappelle, lui dit qu'il peut réintégrer l'équipe au bout d'une semaine. Et là, dans son casier, il trouve encore des menaces en lui disant « Attention, on t'a laissé une chance, mais t'avises plus à recommencer à essayer de voir des tâches qui t'incombent pas. » Donc il est quand même assez intrigué par la chose, forcément, et l'histoire, en tout cas pour lui s'arrête là, sans qu'on ait là pour lui, en tout cas pour le coup, de réelles explications sur à quoi servent ces mini-réservoirs. Alors là, plusieurs hypothèses sont forcément avancées par les différents internautes, scientifiques, etc., qui ont eu connaissance de l'histoire. Alors, la première explication la plus farfelue, c'est tout simplement des agents chimiques, pour certains, qui seraient dispersés dans l'atmosphère afin de régler la démographie mondiale, parce qu'on serait trop nombreux sur Terre, etc. Donc ça permettrait d'éliminer certaines personnes et certaines populations. Voilà. Tout ça sur fond, évidemment, de photos satellites. Et ça, c'est vrai que c'est assez étonnant, où, par exemple, on constate que pendant la guerre en Bosnie, il y a eu une accélération, donc on les voit clairement, hein, ces tracés dans les nuages depuis les photos satellites, il y a eu une accélération de ces tracés qui ont formé comme une espèce de quadrillage au-dessus de la Bosnie pendant le conflit. Donc c'est vrai, assez étonnant. On a constaté la même chose là dernièrement en Irak, etc. Bref, à tous les endroits où il y a des conflits, on se retrouve avec une multiplication comme ça de ces chemtrails, comme ils les appellent maintenant aux États-Unis. Et puis, l'explication la plus logique, quoique quand même très surprenante, est que toute cette mise en scène ferait partie de ce qu'on appelle le projet HARP. Alors le projet HARP, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un projet qui a été monté par les États-Unis pour pouvoir mettre au point un système qui permettrait de contrôler plus ou moins les variations du temps, c'est-à-dire que ça serait des ondes à haute fréquence électromagnétique qui permettraient de faire tomber la pluie, qui permettraient éventuellement de l'arrêter aussi, etc. Bref, c'est une espèce de zone 51 de la météorologie, comme ça, qui serait implantée aux États-Unis. Alors le site existe effectivement, il y a des photos, hein, comme de la zone 51. Maintenant, à dire ce qui se passe dedans, c'est assez difficile, c'est plutôt basé sur des hypothèses et des envies personnelles d'imaginer ce qu'il y a derrière. En tout cas, pour certains, ça serait le projet HARP, et tout simplement, alors ça c'est suite à des relevés, puisque ça commençait à intriguer un peu les gens. Donc des scientifiques ont fait des relevés de ces traînées, et ont constaté que les traînées des avions laissés de nos jours contenaient une quantité assez importante de barium. Alors jusque-là, on peut se dire, bon, ça laisse du barium, c'est polluant, effectivement, c'est un peu dégueulasse, mais pourquoi pas. Mais si on se penche un petit peu sur l'utilité du barium, le barium est un excellent conducteur dans l'air, et en fait permet de faire transiter les ondes, justement à haute fréquence, de façon quasi parfaite, un petit peu comme un réseau sans fil, un réseau Wi-Fi, mais à l'échelle mondiale, comme ça, et permettrait donc de faire passer les très hautes fréquences. Et donc l'hypothèse, ça serait tout simplement que ce barium servirait au projet HARP pour pouvoir véhiculer comme ça les ondes et pouvoir contrôler le temps, et donc servirait en quelque part l'armée américaine dans ses projets. Donc voilà, c'est la grosse mode en ce moment aux États-Unis. Alors effectivement, ce qu'il y a de concret dans l'histoire, c'est que les avions lâchent du barium.
Ce qui est étonnant aussi, donc tout à l'heure tu parlais de ces cheveux d'ange. Eh ben, les cheveux d'ange sont la conséquence directe justement du barium qui est laissé par les avions dans leur post-combustion. Donc, en tout cas, par n'importe quel engin volant laisse du barium derrière lui suite à la combustion. Donc t'en parlais tout à l'heure dans les miracles de Fatima, c'est ce qui m'a un petit peu intrigué d'ailleurs, puisque c'est normalement le signe clair d'un engin, aéronef, tout est lié de toute façon. Et donc voilà, donc on reste comme ça sur cette espèce d'expectative. Je pense que je vous en reparlerai plus tard, parce que vraiment c'est la grosse entre guillemets tendance paranormale en ce moment aux États-Unis, et les commentaires ils vont à bâton rompu pour savoir ce qui se passe réellement. Donc alors en fait, pour récapituler, on a une nouvelle théorie du complot qui nous explique que dans les traînées que laissent les avions dans le ciel, il y aurait des produits chimiques qui seraient destinés à rendre les gens malades, ou peut-être à faire des expériences gouvernementales secrètes, bizarres, etc. Donc on a une nouvelle théorie du complot sur le dos. Exactement. Avec les traînées des avions. Exactement. Voilà. Et que certains mécaniciens qui travailleraient dans tous les aéroports du monde seraient en fait des agents de l'État qui seraient là pour cacher ce secret à l'humanité. Pas mal. Très bien. Il nous reste relativement peu de temps pour les infos bizarres de la semaine. Donc je démarre tout de suite avec une histoire qui s'est passée au Kansas. Alors c'est un kidnappeur, on va dire un kidnappeur débutant, qui en fait a essayé d'enlever un jeune garçon. Ils étaient 3 à la base, donc 3 gars âgés de 18 à 20 ans, et ils essayaient de subtiliser manifestement un jeu d'ampli à un jeune garçon, un jeune adolescent. Donc comme il était résistant, ils ont essayé de l'enlever, donc c'est assez confus comme histoire. Et il y a un des kidnappeurs, entre guillemets, qui a sorti un pistolet et qui a tiré sur l'adolescent en question, qu'il a raté. Et là, il a remis son pistolet dans sa ceinture et il s'est tiré une balle dans la couille gauche. Voilà. Alors c'est quel boulet, celui-là. Voilà, ça fait quand même plaisir en même temps. Donc il se tire une balle dans le testicule et là, de la douleur et de la surprise, il rappuie sur la gâchette et il s'envoie une balle dans le mollet. Donc on a sûrement le kidnappeur le plus con de lui. On n'a jamais vu ça, quoi. Mais on a jamais vu ça, mais en plus pourquoi il rengaine son arme après avoir essayé de tirer sur quelqu'un? Et surtout le motif du kidnapping, quoi. Apparemment il voulait lui piquer des amplis, des enceintes, et puis voilà. Donc ça s'est passé au Kansas. On fait un petit crochet par la Floride, où on a une petite fille. Alors elle, par contre, elle est précoce dans le style. C'est un peu le même registre d'histoire finalement. Donc une petite fille de 7 ans qui est recherchée par la police parce qu'elle a essayé de voler des Legos sous la menace d'un couteau. Alors, elle est allée au Walmart, donc c'est les supermarchés les plus répandus en Amérique, le Walmart de Largo. Et donc là, elle a embarqué 2 boîtes de Lego qu'elle a mis sous son manteau. Et puis au moment de sortir, évidemment, il y a le vendeur qui est arrivé, qui lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et alors là, elle a sorti une lame de 20 cm de sous son manteau, elle l'a menacé. Alors, le gars a essayé de la raisonner, et elle s'est barrée sur son vélo. Elle est partie sur son vélo. Donc voilà, là, c'est vrai que ça fait quand même flipper. Si les petites filles de 7 ans se mettent à menacer les vendeurs avec une lame pour voler des vélos, où va-t-on? J'ai envie de vous le demander. Des Lego. Les scientifiques sont déconcertés par une histoire qui est arrivée au Brésil. Donc c'est une petite chatte qui s'appelle Mimi qui a donné naissance à des bébés hybrides en fait, mi-chien, mi-chat. Non, arrête. Alors vous allez voir l'affaire. Donc la propriétaire de cette chatte qui s'appelle Cassia Aparecida de Sousa, elle dit que donc Mimi, sa petite chatte, a donné naissance à 6 bébés. Alors 3 bébés qui ressemblent à des chats et le reste ressemble à des chiens. Alors les généticiens sont en train de tester des échantillons de sang pour confirmer que ces bébés sont bien, chiens entre guillemets sont bien, appartiennent bien à la chatte en question. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que les bébés hybrides, c'est déjà arrivé, mais entre des espèces proches. Oui, là, parce que le propre d'une espèce, c'est que ses représentants ne peuvent se reproduire qu'entre eux. Et donc, clair. Oui, il y a un âne et un cheval, par exemple. Voilà, mettons, quoi. Voilà, ou alors un lion et un tigre. Donc en anglais, on appelle ça un liger, le bébé d'un lion et d'un tigre. Sauf que là, c'est des félins et des canins. Voilà, c'est très bizarre. Et il existe aussi ce qui s'appelle en anglais toujours des wolfines. Donc c'est des hybrides entre
un orc et un dauphin. C'est très beau d'ailleurs, j'ai vu ça, on dirait un dauphin noir, c'est assez classe. Ça existe aussi, mais là c'est vrai qu'effectivement c'est pas des espèces proches, c'est même les espèces ennemies par excellence, le chat et le chien, donc on en saura plus sur cette histoire dans les semaines à venir, j'imagine. Alors on reste au Brésil avec une femme qui a survécu miraculeusement à 6 balles dans la tête. Pardon. Alors c'est son mari. 50 cents, tu peux dégager. Alors c'est un truc de fou. Son mari était totalement enragé. Il a pété un plomb. Il lui a tiré 6 balles dans la tête. Elle a survécu. Alors elle s'appelle Patricia Goncalves Pereira. Elle a 21 ans et donc elle expliquait que pour elle c'était un miracle. Elle voyait pas d'autre explication. Alors il faut savoir que les balles n'ont pas pénétré le crâne. Voilà, elles sont restées finalement logées dans la chair. Elle a un crâne en métal ou quoi ? Alors, soit le crâne était effectivement très solide, soit les balles étaient de petit calibre. En tout cas, elle se retrouve avec 6 balles logées dans la tête, mais qui n'ont pas fracturé le crâne. Mais alors, le plus drôle dans cette histoire, c'est que le mari en question, qui s'appelle José Ferreira, son nom de famille, c'est Bastos. C'est quand même pas mal. Voilà, il s'appelle Bastos, et donc il lui a balancé 6 bastos, effectivement. Mais elle a survécu. Voilà. Alors, en Angleterre, il y a un phénomène actuellement, qui remonte quand même à quelques années, mais qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est le phénomène des chevaliers Jedi autoproclamés. Alors, je suis un chevalier Jedi. Là, le phénomène est en train de prendre une ampleur médiatique en ce moment à cause de 2 chevaliers Jedi qui veulent que leur foi soit reconnue unanimement par les Nations Unies. Alors, ils s'appellent Umada et Yunyun. Alors, plus connus sur leur nom humain de John Wilkinson et Charlotte Lowe, et ils veulent que les Nations Unies reconnaissent que la foi Jedi mérite d'être reconnue comme une religion. Alors, il se trouve qu'il y a 400 000 personnes qui font partie de cette religion Jedi. Elles ont été recensées lors d'un recensement de 2001. C'est dingue. Et donc il y a 400 000 personnes qui se sont revendiquées de la religion Jedi. Ils le savent que ça vient d'un film. Ah oui, mais ça n'empêche pas qu'ils veulent en faire une religion. Et donc il y en a 70 000 en Australie, 53 000 en Nouvelle-Zélande, 20 000 au Canada. Et en Angleterre, il y a plus de Jedi que de Sikhs ou que de bouddhistes. Donc c'est quand même un truc de malade. Mais moi ça me tente bien, je vais faire Jedi aussi. L'heure coule malheureusement et on va s'arrêter sur cette news à base de Jedi. Restez avec nous, si vous nous écoutez en direct c'est vendredi soir, juste après c'est Tapage Nocturne. Si vous nous écoutez en différé c'est mardi et je vous souhaite une bonne journée. Restez sur H quoi qu'il arrive, bisous, bye bye. Salut.